Voilà, alors aujourd'hui, on va inaugurer un peu un autre style de séminaire, c'est-à-dire un séminaire, ça permet aussi de faire intervenir des jeunes chercheuses et chercheurs qui travaillent sur Jacob ou des thèmes afférents. Et donc aujourd'hui, nous allons donc avoir le plaisir d'entendre Martina Weingärtner, qui a reçu l'année dernière la bourse Caropo. C'est une bourse pour des femmes post-doc en sciences humaines qui peuvent venir une année travailler au Collège de France. Et donc nous avons été très heureuses de l'accueillir. Et ça tombe très bien parce que Martina a fait sa thèse de doctorat à Koblenz en Allemagne sur justement l'histoire de Jacob, avec une lecture un peu ricoeurienne de cette histoire. Et puis la thèse s'appelle L'impertinence de Jacob. Et puis aujourd'hui, elle va nous présenter quelques éléments de cette thèse, avec l'idée aussi, s'il ne parle pas trop longtemps, on verra, que nous pouvons avoir quelques commentaires, quelques échanges. Nous avons aussi un micro pour celles et ceux qui souhaitent ensuite poser des questions. Voilà, je te donne la parole et puis on va voir ensuite la discussion. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien avec le micro, pas trop fort. Merci pour l'invitation. Merci à vous que vous êtes restés ici pour partager cette petite heure de lecture dense, d'interprétation un peu dense de la figure ambivalente de Jacob. La semaine dernière, nous avons traduit l'épisode en Genèse 25, le récit des plats de lentilles. Nous devrons continuer avec Genèse 27, le vol de la bénédiction par un déguisement. Tous ces deux épisodes ont, au début du cycle de Jacob, la fonction d'un déclenchement du conflit entre les deux frères. Alors, les épisodes sont liés et très proches. Apparemment, ils racontent la même chose, le vol de droit de premier-né, mais dans une façon différente. Pour le dire avec les mots d'Albert Dupuy, le récit de la vente de droit d'aînesse exerce dans le cycle de Jacob la même fonction que le récit du vol de la bénédiction. Il s'agit des récits de fraude dont le but est de motiver la haine de Ésaü pour Jacob et de justifier son désir de vengeance. Certes, l'achat du droit d'aînesse n'est pas techniquement une escroquerie, mais les conditions dans lesquelles Ésaü renonce à son droit d'aînesse suffisent amplement à créer un état de discorde entre les deux frères. On peut tout à fait avoir l'impression, à la première lecture, que les deux passages sont étroitement liés. On y trouve quelques éléments communs. Il s'agit principalement du protagoniste Jacob et des membres de sa famille. Il s'agit chaque fois du problème comment Jacob arrive à prendre la place de son frère aîné. Plus en détail, on pourrait lister des points suivants comme commun entre Genèse 25 et 27 avec Jean-Louis Ska qui a fait ça. La lutte entre les deux frères et la supériorité du plus jeune annonce en 27 les bénédictions ou les malédictions. On a déjà entendu ça pendant le cours. Dans tous les Pentateuque, le mot rare de la âme pour nation n'apparaît que dans ces deux textes. Ça aussi, c'est un point commun. Ça, on a déjà entendu aussi. Ésaü est le velu. Alors, c'est raconté en Genèse 25 et en 27, verset 11. Et de ça, on a parlé aussi. Isaac préfère Ésaü, le chasseur, parce qu'il apporte du gibier et Isaac aime le gibier. Et Rebecca préfère Jacob parce que le fils reste à la maison. C'est ce qui dit Jean-Louis Ska, mais bon, ça, on peut bien critiquer, car la préférence de Rebecca pour Jacob, il n'y a pas de raison de plus donnée. C'est juste écrit qu'elle aimait Jacob. Mais quand même, on peut voir qu'il y a des axes entre les deux parties, alors Isaac et Ésaü, et Rebecca et Jacob. Un dernier point, en Genèse 27, verset 36, ça fait allusion à l'épisode du plan de lentilles. Car là, Ésaü déclara « Il porte bien son nom de Jacob,
celui qui dupe, puisqu'il m'a dupé 2 fois. Alors on se dit, oui, ça fait référence une fois à la tromperie par déguisement, mais aussi au récit de plein de lentilles. Ce qui ressort clairement de ces références, c'est qu'aucun des parallèles se concerne l'épisode des lentilles. Le dernier point est un cas particulier, car ce verset a probablement été rajouté en temps de combinaison de l'épisode des lentilles dans le contexte de Genèse 25 et 27. Tous les autres exemples montrent un lien entre l'histoire de la naissance et de la jeunesse des frères, Jacob et Ésaü, et le récit de déguisement et tromperie en Genèse 27. L'épisode des lentilles n'en fait pas partie. Pour ce cas, quand même, cette connexion entre Genèse 27 et Genèse 25 en tout est si fort et il regarde le plat de lentilles que dans l'ombre de Genèse 27. Je le cite. Avec le fin de cette partie, le verset 34, alors Ésaü méprisa son droit d'aînesse, sa position de premier-né, tout est dit. Après avoir lu ce récit, le lecteur ne peut que condamner Ésaü pour son manque de sérieux et il est donc tout prêt à prendre parti pour Jacob, ici comme dans le récit suivant. L'intérêt du récit est donc pratique. Le narrateur veut que le lecteur désire et approuve le succès de Jacob et, inversement, qu'il ne fasse pas objection à l'échec d'Ésaü. Oui, tout à fait, le plat de lentilles est compréhensible dans ce contexte, peut-être un tout petit mieux par rapport au sujet de droit de premier-né, parce que leur relation comme frère est mentionnée avant. Mais à l'autre côté, il faut aussi constater qu'en chapitre Genèse 27, les parents ne sont pas au courant de cet épisode et Jacob ne fait plus allusion à cet achat. Alors, il faut peut-être réfléchir et dire que ces 5 versets, alors 27, les versets 29 à 34, forment une unité relativement indépendante. Et je voudrais vous montrer ci-dessous dans quelle mesure ce petit épisode constitue une unité autonome. Comment elle déploie un discours propre. En effet, si on examine cet épisode de plus près, on relativise cette image dominante d'un Jacob légitimé par l'épisode de lentilles. Ici, avec l'image péjorative de Ésaü dans cet épisode, on a inséré un texte qui présenterait Jacob sous un meilleur jour. Un épisode qui fonctionne comme prélude à Genèse 27, une atténuation de son comportement frauduleux. Mais nous verrons, au moins vers la fin, j'espère que la question du bien et du mal, de positif et négatif, dans ces histoires de fraude n'est pas si simple à répondre et qu'elle est bien plus ambivalente. Alors regardons un peu plus près les différences entre Genèse 25 et 27. Tout d'abord, la constellation familiale. Les 2 chapitres se déroulent dans un contexte de famille, mais il est clair que cette constellation est bien plus centrale en Genèse 27. Tout d'abord, les 4 personnages apparaissent ici dans le récit, les parents, les enfants. Cela fait suite à Genèse 25, les versets 27 et 28. Là, les relations familiales ont été typifiées comme 2 axes. Dans l'épisode de lentilles, seuls Jacob et Ésaü apparaissent. Nous savons par le contexte et par le thème de droit de premier-né qu'il s'agit de frères, mais ces 5 versets ne le mentionnent pas explicitement à aucun moment. Et cela est particulièrement frappant si nous prenons en compte le discours en Genèse 27. En effet, les personnes y sont mentionnées non seulement par leur nom, mais aussi par leur position et leurs relations, en tant que mère, père, frère, etc. Juste pour vous donner un exemple, 27, verset 6, Rebecca dit à son fils Jacob, « J'ai entendu ton père dire à Ésaü, ton frère, les mois suivants. » Etc., etc. Et c'est vraiment frappant en Genèse 27, ça revient tout le temps. Un deuxième exemple, 27 comme discours un peu plus élaboré, peut-être une analyse psychologique.
La semaine dernière, nous avions que brièvement évoqué ce point. Il semble que Genèse 27 est écrit plutôt dans le style d'un psychogramme, un regard sur la vie intérieure des personnages. Il semble. Je vous donne 2 exemples. On a déjà cité les versets 11 et 12 de Genèse 27. Après que Rebecca a exposé à Jacob son plan pour obtenir frauduleusement la bénédiction, Jacob soulève une objection critique. Ésaü est couvert de poils, mais pas moi. Si mon père me touche, il découvrira que je le trompe et j'attirerai sur moi non pas sa bénédiction, mais sa malédiction. Ces doutes sont levés par la réponse de Rebecca qui dit « Je prends sur moi cette malédiction, mon fils. De toute façon, écoute-moi et va me chercher ces chevreaux. » Et après, Jacob s'en va pour préparer le plan. On pourrait certainement discuter si ces 2 ou 3 versets sont un ajout ultérieur. Du point de vue de la critique textuelle, ce n'est pas obligatoire, on ne trouve pas de leçons divergentes. Du point de vue de la critique littéraire, on pourrait avancer l'argument que l'expression « écoute-moi » se répète au versets 8 et 13 et serait alors une reprise pour l'insertion de ce petit dialogue entre Jacob et Rebecca. Nous pourrions passer alors sans problème du verset 10 au 14. Vous voyez, si vous finissez par verset 10, vous pouvez passer tout de suite à verset 14, Jacob allait les chercher. C'est quand même, ça reste un récit qui fait du sens. Mais si l'on raisonne ainsi, il faut bien sûr expliquer la fonction de cette insertion. Et dans ce contexte, on argumente que ce dialogue permet de décharger Jacob de l'escroquerie qui va venir. Oui, tout à fait, il émet des doutes sur le plan et la nouvelle demande de Rebecca renforce l'impression qu'il a été poussé à agir. D'un autre côté, on peut aussi critiquer la sincérité de son hésitation. Jacob n'hésite pas parce qu'il considère la tromperie comme moralement condamnable, mais parce qu'il craint d'être découvert. Je ne veux pas prendre ici une décision définitive sur ces versets. Ces versets doivent certainement être vus dans le contexte de la scène de déguisement en tant que tel. Le type poilu d'Ésaü doit être imité. C'est certainement un élément de tension important à ce stade de récit. Tels éléments de tension sont nécessaires si nous considérons qu'il s'agit d'une tromperie par déguisement. C'est une action qui risque d'être découverte à tout moment. Permettez-moi de citer brièvement un deuxième exemple de la narration particulière en Genèse 27. Après que Ésaü a découvert la tromperie dont il a été victime avec son père, sa réaction est décrite de manière très détaillée et riche en émotions. On a déjà cité quelques versets pendant le cours. Nous constatons ici un langage très riche en émotions, des descriptions très expansives de la tristesse ou de l'horreur d'Ésaü. Alors, son corps déborda d'amertume, il se mit à pousser des grands cris, il supplia, ou vers la fin, il ne peut pas retenir ses larmes. On trouve aussi beaucoup de jeux de mots dans ce texte, beaucoup de figures de style, par exemple aussi des assonances entre pleurer et bénir en hébreu. Alors, c'est tout en cas un style très opulent, très expansif pour décrire cette scène. Mais ce qui n'est pas clair et reste ambivalent, c'est la manière dont on peut interpréter cette image du personnage d'Ésaü. Là encore, il y a 2 tendances, il y a 2 possibilités. Le dessin est plutôt négatif, dans le sens d'une infantilisation. Alors, Ésaü, quand il pleure comme un petit bébé, il exagère. Ou c'est plutôt une tendance positive dans la mesure où le texte doit susciter de la pitié pour le frère trompé. Il est très difficile de répondre clairement à de telles questions de réception.
Et il n'est pas rare que les réponses soient liées à l'esprit de chaque époque ou l'esprit de chaque exégète. Mais ce qu'on peut montrer avec l'aide d'un autre épisode similaire, c'est que la tradition biblique elle-même a bien perçu une certaine image négative à critiquer Jacob comme trompeur. Et cet épisode similaire se trouve en Genèse 29. Ce texte est beaucoup plus en relation avec Genèse 27 que l'épisode des lentilles et se trouve en chapitre 29, environ les versets 20 à 30. Après avoir trompé Ésaü, Jacob a dû s'enfuir chez son oncle, où il tombe amoureux de sa fille cadette, Rebecca. Le texte raconte les rencontres et les circonstances de mariage au cours duquel Jacob est trompé. Son oncle Laban lui met l'autre sœur sous le nez la nuit de noces. La fille aînée, Léa, dont Jacob ne voulait pas. Mais la nuit des noces est validée. Et c'est une première parallèle avec Genèse 27 et la bénédiction. Si c'est fait, c'est un fait incontournable. Nous avons dans cet épisode de nombreux motifs parallèles et un style analogue. D'une manière générale, on remarque à nouveau que nous sommes ici dans le contexte de la famille. Plus précisément encore, il s'agit aussi d'une inégalité entre les sœurs, une sœur aînée et une sœur cadette, et aussi des inégalités de la physionomie. Une a un regard terne, l'autre elle est très ravissante. Ces inégalités qui conduisent à des préférences unilatérales et à des conflits. Alors, on le voit en verset 26. Verset 30, Jacob passe à la nuit avec Rachel et il l'aima plus que Léa. On raconte ici aussi la tromperie par une illusion, par un aveuglement. Une fois Isaac aveugle à cause de son âge, et maintenant Jacob qui va mal à cause de l'obscurité de la nuit, peut-être aussi à cause de l'ivresse de la fête des noces, mais cela reste une spéculation. De même, on trouve des émotions et des jugements de valeurs explicites dans la bouche des personnages. Jacob est plein d'amour pour Rebecca, ça s'est raconté plusieurs fois, son service de 7 ans se passe comme seulement quelques jours. Et il est tout aussi étonné, voire bouleversé comme Ésaü, lorsqu'il découvre la trahison le lendemain sous forme de fausse épouse. Lui aussi, il qualifie clairement cet acte comme tromperie, mais après, la réaction de Laban est un jugement qui se réfère clairement à Genèse 27. Ce n'est pas la coutume de préférer la plus jeune à la plus aînée. Le lecteur sensible se rendra certainement compte que Laban inflige à Jacob une punition à la mesure de son comportement envers son frère, comme l'atteste la symétrie évidente entre ces deux récits. En effet, au chapitre 29, nous trouvons une image miroir de la tromperie de Jacob envers son père au chapitre 27. Dans le vol de la bénédiction, la mère Rebecca profite de l'aveuglement du père pour échanger son fils aîné avec le jeune Jacob. Dans l'histoire parallèle, le père Laban profite de l'obscurité de la nuit aveuglante pour échanger sa fille cadette, Rachel, avec l'aînée Léa. Ainsi est raconté un événement qui frappe l'ancien trompeur avec ses propres armes et le trompe de la même manière. On ne fait pas une chose pareille. Ça, c'est le commentaire indirect, mais clairement négatif de Genèse 29 à Jacob en Genèse 27. Quelques mots sur cette idée d'une interprétation intrabiblique. C'est dans cette clarté que le bibliste Yair Tsakovitch a mis le doigt sur le lien entre ces deux textes. Dans le contexte des récits bibliques, notamment dans la Genèse, Tsakovitch défend justement la lecture d'une interprétation intrabiblique. Il y en a plein de références, des allusions, des parallèles comme tels,
Et la question est de savoir comment nous traitons ces références intra-bibliques. Sur un plan synchronique, nous pouvons comparer les motifs et la composition, mettre en évidence les parallèles et surtout les différences. Cela nous aide à mettre en évidence le caractère propre de chaque épisode. En diachronie, il faut alors se demander quel texte se réfère à quel autre texte. Si nous supposons une relation littéraire, ces références intrabibliques peuvent être interprétées comme une stratégie narrative consciente. Des associations sont suscitées, un récit peut être la variante d'un autre récit, peut être même anti-récit. Et ces références peuvent être lues comme un commentaire, une critique subtile, une polémique cachée. La problématique avec l'image ambivalente de l'ancêtre Jacob qu'on a avec cette figure d'identification est peut-être liée à cette technique. Il y a plusieurs façons de gérer des traditions problématiques. Soit on montre le comportement douteux comme une infraction punissable, soit on le décrit comme un acte justifié par les circonstances. Nous trouvons ces deux tendances en Genèse 27. L'action de Jacob est clairement décrite comme une fraude et le châtiment est de même ampleur. En même temps, on trouve aussi la tendance à disculper Jacob, l'amour d'Isaac pour Ésaü et banaliser la responsabilité de tromperie et attribuer à Rebecca. Qu'est-ce qu'on fait avec notre récit sur les plans des lentilles? Suivant ces vestiges pour des commentaires intrabibliques, il faut trouver un épisode qui nous aide à éclaircir celle du plan des lentilles. Il faut trouver un épisode qui la ressemble dans la structure et composition, dans la mesure dans laquelle un événement est raconté similairement, mais montre en même temps des différences particulières qui poussent vers une autre perspective, à un autre regard. Et cette parallèle, on peut dire, cet récit miroir se trouve en Genèse 30, les versets 14 à 18. Un récit autour des pommes d'amour. En allemand, on dit qu'il ne faut pas comparer les pommes avec les prunes, alors on va comparer les lentilles avec les pommes d'amour maintenant. Avec cette partie, nous sommes dans le contexte des chapitres 29-30. Ici, c'est une péricope qui présente la naissance des enfants de Jacob avec ses deux femmes, Léa et Rachel, et aussi avec les servantes Bilha et Zilpa. C'est un chapitre très complexe qui unit des passages généalogiques et des passages narratifs. Ici, en Genèse 30, on trouve également le cantus firmus de la rivalité entre les deux sœurs, un thème qui constitue déjà le même arrière-plan. Regardons la composition parallèle. D'une manière générale, il s'agit d'une transaction entre frères et sœurs et on peut constater 5 reflets. Une fois, l'objet de transfert vient de la maison, les plants de lentilles, et l'intéressé du champ, Ésaü. L'autre fois, l'objet est apporté du champ par Rouban, qui trouve les pommes dans le champ. En Genèse 25, l'aîné veut quelque chose du cadet. En Genèse 30, la cadette veut quelque chose de l'aîné. Jacob demande une vente, tandis que Léa fait un calcul, ou plutôt une compensation. Les deux fois, il y a un accord indirect, Ésaü avec sa question rhétorique et Rachel avec une offre. Et à la fin, les deux échanges aboutissent à une conclusion positive. Il réussit. À part de ça, les deux fois, il y a une disproportion entre les objets. On peut se présupposer la soupe de légumes pour le droit de premier-né, pomme d'amour pour une nuit avec Jacob. Ce qui est intéressant, c'est bien sûr le rôle inversé du protagoniste Jacob. En Genèse 25, il était le négociateur qui parlait, très actif. Maintenant, il est le bien négocié, muet.
Nous voyons donc certains reflets, certaines inversions, et on peut tout en fait en conclure que le récit autour des pommes d'amour exprime un commentaire caché, une critique subtile de l'achat par Jacob du droit d'aînesse. Alors, regardons un peu plus près certains éléments. La localisation depuis le champ est intéressante. Il a déjà été question de ce topos la semaine dernière dans ce séminaire et la discussion a porté sur le fait que Ésaü vient naturellement des champs puisqu'il est chasseur, même s'il n'est pas très compétent dans la mesure où il est arrivé avec les mains vides. Mais la comparaison ici permet encore une autre interprétation. Nous voyons les deux parallèles. Ésaü est revenu des champs en verset 29, le soir, et il était épuisé. Et en Genèse 30, verset 16, on lit Jacob est revenu du champ le soir. Et ces deux précisions sont respectivement importantes pour la suite de l'histoire, parce que Ésaü est épuisé, alors la soupe de lentilles devient l'objet de désir pour déclencher le conflit. Et Jacob arrive le soir, donc juste avant la nuit pour laquelle ces activités sont demandées. Ainsi, les deux fois, ces dispositions locales de champ sont des éléments importants pour l'augmentation des tensions dans ces parties. Un deuxième exemple. Nous avions déjà évoqué dans la comparaison entre le lentille et le déguisement les relations familiales. Et ici, ça apparaît encore une fois clairement. L'absence de référence à la famille pour Genèse 25. En Genèse 30, à nouveau, le récit est beaucoup plus axé sur les champs lexicales de la famille, mère, fils, mari, etc. Et toujours avec des suffixes. Alors, c'est toujours dit, par exemple, les pommes d'amour de ton fils. Le réseau familial est plus dominant et en miroir, ça montre pour Genèse 25 que ce ne sont pas des deux frères qui interagissent, mais tout simplement deux hommes qui sont nommés Ésaü et Jacob, deux hommes dans un échange d'achat. Alors on peut dire que Genèse 25 parle plutôt d'une relation commerciale. Parce que, et c'est le point suivant, la principale différence réside toutefois dans la manière de raconter l'échange. Les deux fois, il s'agit en effet de la demande d'un objet, un échange entre deux biens. Le discours de Rachel en Genèse 30, verset 14, « Donne-moi donc des pommes d'amour de ton fils ». Ça, c'est parallèle avec le discours de Jacob en Genèse 25, verset 31, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse ». Dans le discours de Jacob, le moment est donc important, aujourd'hui, même tout de suite, et il est explicitement question de vendre. En hébreu, on trouve ici le terme « machar », alors que chez Rachel, on ne trouve que le terme plus général « Nathan donné ». Par machar, acheter, on entend une transaction commerciale, le transfert de propriété contre une rémunération. Il n'est guère surprenant qu'il y ait de nombreuses possibilités de fraude dans tels échanges, mais pour Genèse 25, on a encore un autre problème, le caractère immatériel de l'objet de l'échange, le droit d'aînesse, le droit de premier-né. Et de tels cas sont également fréquents dans les textes bibliques et on essaie de compenser cette problématique par des autres actes, par exemple en prêtant serment ou par des actes symboliques. Permettez-moi d'expliquer plus en détail le problème et le drame que cela représente. Ce qui est fatal dans cette demande de vente, ce n'est pas tant le caractère immatériel de la Bechora, de la droit d'aînesse, mais plutôt le fait qu'il s'agit d'un bien de salut, qui n'est en fait pas à vendre.
Nous avons déjà parlé la semaine, Thomas a récité quelques aspects dans les cours sur cette problématique, sur cette notion problématique. C'est difficile de déterminer exactement ce que l'on a entendu par Bechorin. D'une manière générale, il s'agit sur l'accent mis sur le premier-né, un rôle particulier, une position élevée qui laisse supposer qu'il s'accompagne de certains droits dans la famille, certains privilèges, y compris une partie d'héritage plus élevée. D'un point de vue narratif, il existe des cas dans lesquels ce droit d'aînesse peut être perdu en raison des fautes graves commises contre le père. Rouban est un exemple pour ça. Ce n'est pas clair s'il s'agit d'un droit effectif ou plutôt d'une coutume implicite, mais ce qui apparaît clairement, c'est qu'avec Péchora, il s'agit d'un statut particulier qui est transmis par un acte de bénédiction. On obtient la Péchora par la naissance ou par la transmission de la bénédiction, mais à aucun moment il ne fait mention d'une acquisition indépendante à celle-ci. Un achat, par exemple, comme l'acquisition d'un terrain, ça n'existe pas. Cela signifie pour notre texte que ce qui pose le problème dans la demande d'achat de Jacob n'est pas seulement une disproportionnalité discutable. Il ne s'agit pas seulement de la question critique de savoir si cette transaction n'est peut-être pas tout à fait juste, mais il s'agit de bien plus que ça. Le droit d'aînesse est un don et non une propriété. Il peut être promis et transféré, mais il ne peut être ni acheté ni vendu. Je voudrais vous montrer un dernier argument pour expliquer pourquoi cette façon de parler de Jacob est très inhabituelle, inconvenante, impertinente. J'ai suggéré précédemment que c'est lors de l'échange des biens immatériels que des actes de substitution sont effectués, comme des serments. Nous trouvons également dans le texte le thème de serment. Jacob a dit « Jure-moi aujourd'hui » et Ésaü lui adjura. Un serment, c'est une déclaration affirmative par laquelle un locuteur se lie de toute son existence au contenu. C'est donc une manière de parler tout à fait valable. C'est pourquoi les sermons se retrouvent souvent dans les contextes juridiques et des gestions de conflits. Ils sont généralement accompagnés de formules d'automalédiction en cas de non-respect, de l'invocation de Dieu ou une autre instance supérieure et parfois des gestes de réaffirmation. Alors, un sermon se compose donc de 3 acteurs, celui qui jure, l'instance invoquée et celui qui reçoit le serment. Ce qui frappe d'emblée en Genèse 25, c'est l'absence de toute instance tierce dans l'injonction « jure-moi » et encore moins une instance supérieure qui serait un témoin, un garant du respect des conditions. De plus, ce cas est singulier. Un impératif est prononcé pour jurer sans autre élément, sauf l'intensification aujourd'hui. La seule chose qui compte, c'est l'urgence temporelle. On peut donc interpréter la structure de cette phrase en disant que Jacob fait jurer Ésaü par lui-même, ce qui lui permet d'être à la fois la partie prenante du litige et le témoin. Pour résumer, que cette comparaison et une description un peu plus dense ont voulu montrer, c'est l'épisode de Lentilles est un épisode très complexe et ambivalent. Les discussions dans cet auditorium ont déjà montré qu'il n'y a pas de solution simple. En se focalisant sur le personnage d'Ésaü, on peut tout à fait se faire une idée que Ésaü est grossier, qu'il sous-estime la valeur du droit d'aînesse. Pour le formuler de manière un peu plus prosaïque, s'il échange son droit d'aînesse contre un simple soupe de légumes, il n'a pas mieux mérite que Jacob lui arrache ce statut.
Ainsi, l'épisode de l'Antive sera en fait à lire comme une sorte de légitimation, une sorte de décharge morale de Jacob par rapport à Genèse 27. Mais ma lecture, qui a pris en compte ici, à titre d'exemple, les manières de parler, les actes de parler de Jacob, offre aussi une autre perspective. Dans cette lecture, Jacob est dépeint comme un homo economicus. Ésaü n'est pas perçu comme un frère, mais comme un partenaire commercial. Jacob poursuit son objectif, l'obtention de l'objet de désir en étant orienté vers l'utilité. Pour ce faire, il emprunte des voies inhabituelles, il demande de manière pressante la vente de quelque chose qui n'est en fait pas à vendre, et il exige un acte de parole qu'il n'en a fait pas le droit de prononcer. C'est peut-être une question de goût ou d'attitude politique, jusqu'à quel point on peut porter un regard critique sur un personnage en tant que homo economicus ou le justifier dans les circonstances données. Une fois de plus, je souhaite montrer que les attributions univoques pour les personnages de Jacob ne sont pas possibles à travers de la littérature biblique aux ses multiples facettes. Nous pouvons toutefois dégager des tendances et établir des liens. En soi, l'achat quelque peu injuste de Jacob n'est pas moralement condamnable, mais lu dans le contexte, un contexte de famille, un contexte avec l'oracle de Dieu, des biens de salut, cet acte utilitaire et égocentrique prend tout de même un autre ton. Peut-être que ces 5 versets parlent de manière très subtile d'une impertinence et d'une culpabilité énorme de Jacob. La manière de résoudre ce problème, ça fera l'objet d'une autre conférence. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir introduit ces textes qui, en effet, montrent encore une autre manière d'approcher cette histoire de la vente. Évidemment, on peut voir que là, il n'y a pas vraiment de vente. Il y a une sorte de... Disons, en termes, la racine hébreu n'est pas mentionnée, mais il y a une tractation, en fait, dans l'histoire de... Pour Genèse 30 oui, oui. Non, il n'y a pas de vente. Ouais. Il y a... Dans cette étymologie, pour Issachar, il y a le mot de Sarah. Alors ça, c'est plutôt une compensation pour les faits dans un contexte plutôt religieux, plutôt culturel. Mais il n'y a pas... il n'y a pas de vente, non. Mais c'est intéressant parce qu'il y a quand même cette histoire d'échange. Et puis, c'est vrai, les personnages deviennent très complexes. Et bon, ça, vous l'avez déjà vu, que c'est pas toujours très facile de faire du noir et du blanc. Et de mettre tous ces récits, en fait, en relation, c'est aussi une manière de donner des nouveaux aspects. Après, il y a toute une question de ce qu'on appelle l'intertextualité. Parce que, voilà... Ouais. Il y a des gens qui pensent, et ça c'est un peu la tradition rabbinique, une certaine lecture juive, la Bible s'explique par elle-même. Donc, c'est-à-dire, vous avez le droit de mettre tous les versets en rapport les uns avec les autres, ce qui parfois peut être un peu difficile, mais là, puisqu'on est dans la même histoire, je pense que c'est quelque chose qui est légitime. Parfois, quand on a juste 2 mots, et on prend le cantique de cantique et je ne sais pas quoi, Job ou autre chose, ça devient parfois un peu difficile. Non, ça c'est vraiment un problème. C'est clair qu'il y a des thèmes existentiels, anthropologiques, je veux dire, qui ressuscitent dans tous les textes et qui ressuscitent plusieurs fois, mais pour créer des liens intertextuels, intrabibliques, il faut quand même plus que ça, plus qu'un thème général. Alors ça veut dire, dans ce contexte-là, c'est vraiment aussi la structure, la composition qui est très parallèle, et on peut argumenter aussi que c'est dans le même cycle. Alors,
au moins dans un certain stade, à la fin de la rédaction du cycle de Jacob, on voulait que ces textes sont lus dans une certaine manière, comparaison, en dialogue quelquefois. Oui. Mais on ne peut pas comparer tout. Mais en fait, après, on va ouvrir si vous avez des questions. Je pense que ça faisait une bonne continuation parce que je dis à la fin, vous pouvez lire l'histoire de Jacob comme une histoire de famille, donc avec des anthropologiques, des échanges, des conflits. Et en même temps, vous pouvez aussi le lire de manière plus politique. Et je pense là, tu as montré que ce contexte plus anthropologique continue aussi dans les chapitres suivants. Donc, je pense en effet qu'il y a toujours plusieurs niveaux de sens. Et après, évidemment, aussi, c'est lié à ce qui nous intéresse personnellement, ce qu'on va mettre plus en avant. Mais bon, ça vous le savez.